Bonjour mes chers collègues. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. J'imagine que c'est en raison de mon grand âge, puisque effectivement, en un demi-siècle d'archéologie, de travail archéologique, l'archéologie que j'ai connue à la fin des années 60, au début des années 70, quand il y avait à peine plus de 500 archéologues professionnels en France, alors qu'il y en a plus de 4000 maintenant, n'a évidemment aucun rapport. Quand le décapage à la pelle mécanique n'existait pas, et plein d'autres choses. Donc je rappelle simplement, effectivement, comme vient d'ailleurs juste à l'instant de l'indiquer Hilaire Multon, il y a plusieurs conceptions du métier d'archéologue, et ce qui fait que c'est l'un des métiers les plus prisés des enfants, c'est le plaisir de la découverte. Et le fait que pendant longtemps l'archéologie était liée à l'histoire de l'art. J'ai enseigné dans un département d'histoire de l'art et d'archéologie, même si les deux disciplines ont maintenant très peu de relations les unes avec les autres. Donc constitution dans l'histoire de l'archéologie des cabinets de curiosités et d'antiques, avec ce qu'on appelait à l'époque les antiquaires, qui sont devenus au cours à partir du XVIIIe siècle à peu près, les archéologues. Donc je ne m'étends pas là-dessus, vous avez un certain nombre de livres comme ceci, dû à un Schnapp, Arnaud Hurel, Marc Gronen ou Eve Gronemerich, la bibliographie. De même que pour les années récentes, vous avez au moins deux recueils. La Fabrique de l'archéologie en France, un colloque de 2008 et un numéro spécial pour les 40 ans de la revue Les Nouvelles de l'archéologie, paru il y a 2 ans, qui récapitule un certain nombre des étapes importantes de notre discipline, dont l'une des particularités, comme il a été rappelé précédemment, est qu'elle a été en grande partie faite par les archéologues eux-mêmes. C'est plus l'action des archéologues que les volontés des pouvoirs publics qui a fait que notre discipline est actuellement ce qu'elle est. Alors, il faut rappeler néanmoins que, effectivement, ce qui a contribué à changer, c'est toute une série, dans les années 60-70, de transformations, à la fois dans les problématiques, mais aussi dans toutes sortes de méthodes qui, de toute façon, ne cessent de progresser, comme récemment le lidar, la génétique, etc. L'archéologie classique s'est étendue effectivement dans le temps et vers des vestiges de moins en moins prestigieux et de moins en moins visibles. C'était développé vers des modélisations de plus en plus complexes à partir des années 70, s'intéressant à des vestiges de moins en moins prestigieux, y compris à l'archéologie du monde contemporain, dont l'exemple de nos collègues américains enrichir les comportements de gaspillage des sociétés contemporaines, et également de manière moins gaie l'archéologie des charniers contemporains, qui a une fonction effectivement dans le cadre de ce qu'on appelle l'archéologie médico-légale, par exemple, pour les charniers, les 8000 morts de Srebrenica, puisqu'on parle beaucoup d'attentats islamistes. Il faut rappeler que les plus grands charniers contemporains ont été faits par des chrétiens contre des musulmans en Bosnie. Il y a même une archéologie maintenant extraterrestre où des groupes d'archéologues commencent à recenser tous les sites d'alunissage ou d'amarcissage, et même ce qu'on appelle une archéologie du futur, où on enterre volontairement ce qu'on appelle des capsules temporelles à l'intention des archéologues du futur, ou à Nantes, dans le grenier du siècle, où on a mis dans 8000 boîtes où 8000 Nantais ont déposé des objets qui ne seront ouverts que dans un siècle.
à tel point que notre collègue Flouch a fait une exposition que vous avez peut-être vue, Futur antérieur, pour estimer comment on interpréterait dans plusieurs siècles certains objets de notre vie quotidienne. Et de ce point de vue-là, on peut distinguer plusieurs formes d'archéologie, suivant qu'on travaille sur des objets récents, contemporains, ou des sociétés récentes ou contemporaines. C'est juste un rappel, je ne vais pas le détailler, mais l'archéologie proprement dit, mais l'ethnoarchéologie, l'archéologie expérimentale ou la socio-archéologie quand ça porte sur nos sociétés industrielles contemporaines. Donc, l'archéologie expérimentale qui est un des mécanismes de preuve en étudiant et en comparant les traces d'utilisation d'outils refaits, l'ethnoarchéologie qui n'est pas une preuve en tant que telle, mais qui a une fonction de présenter souvent des contre-exemples. Rappeler que dès les années 60, l'archéologie autour de laboratoire et des recherches de Jean-Claude Gardin était une des premières sciences humaines à s'intéresser à l'informatique, au traitement des données, à la formalisation des données, notamment au contact aussi de l'archéologie anglo-saxonne, qui s'était modestement appelée la New Archaeology, donc avec toute une série de colloques dès la fin des années 60 et le début des années 70. Voilà un peu d'archéologie de l'informatique. Je travaillais dans le centre de calcul de Marseille. C'était une énorme salle pleine d'armoires métalliques et qui dégageait une puissance de 1500 K dans les années 70. Les débuts de la micro-informatique et, comme je disais aussi, les débuts des grands décapages. Ces grands décapages n'ont pas toujours existé. L'archéologue tchèque Bohumil Soutsky, qui les avait développés dès les années 50-60 en Tchécoslovaquie, sur le site néolithique de Bilani, est venu ensuite en France à partir de 1971 comme professeur à l'Université de Paris 1, et les premiers décapages que nous avons fait avec lui dans la vallée de l'Aisne ont suscité, on a du mal à le croire maintenant, d'intenses réactions, notamment au sein de ce qui est devenu le CNRA, qui à l'époque était le Conseil supérieur de la recherche archéologique, accusant ces méthodes de tout détruire. Mais, pardon pour les fautes d'orthographe, jusqu'en 70, effectivement, l'archéologie métropolitaine, c'est essentiellement une archéologie de bénévoles, d'amateurs. Les moyens, les archéologues professionnels du CNRS et de l'université travaillent pour l'essentiel à l'étranger. Ici, un article de septembre 1974 publié dans la revue La Recherche par la journaliste de La Recherche, France Normand, et un certain Alain Richard, qui était en fait Alain Schnapp, puisque à l'époque, dans notre jeune génération, les choses étaient telles qu'il valait mieux avoir un pseudonyme quand on se manifestait. Et là, évidemment, c'est typographie de l'époque, mais le schéma que vous avez à droite permet de comparer la France avec la Hollande, l'Italie et la Grande-Bretagne. La France est tout en haut à chaque fois, et que ce soit en termes de crédit, en termes de surface et en termes d'habitants, vous voyez que les crédits à l'époque étaient ridicules, même comparés à un pays comme la Hollande, qui comptait à peu près 15 millions d'habitants. Cet article a donné lieu ensuite à un rapport commandé officiellement par le ministère de la Recherche, et qui vous montre, encore avec le graphisme de l'époque, un certain nombre de chiffres. Et en bas à droite, vous avez les effectifs comparés au budget aussi. En bas à droite, la ligne du haut, les rectangles du haut, c'est les budgets, et en bas, c'est le nombre d'archéologues. Donc on arrive à peu près à 550 archéologues. Vous voyez par exemple que les crédits, le nombre d'universitaires, tout à fait à droite, fait contraste avec l'extrême faiblesse des crédits universitaires. Alors
Alors pourquoi cette différence, alors qu'il y avait le musée du Louvre dès le XIXe siècle? C'est que, comme le sait Hilaire Hamilton, le musée d'archéologie nationale, lui, n'a été fondé que sous Napoléon III, et avec des crédits qui, jusqu'à présent encore, sont restés relativement faibles et n'ont jamais fait partie des grands travaux présidentiels. L'hypothèse qu'on peut faire, c'est qu'effectivement, alors que beaucoup de pays commencent leur histoire par une victoire, l'histoire française officielle, le roman national, commence par la défaite d'Alésia, puis ensuite la défaite des Romains face aux Francs, puisqu'on s'appelle des Français. Mais néanmoins, le français, comme vous savez, est une langue romane parce que les Francs eux-mêmes, troisième défaite, disparaissent au sein de la société gallo-romaine qui allait petit à petit devenir française. Donc il y a les vraies racines culturelles des élites françaises du 19e, 20e siècle sont l'Orient, la Grèce et Rome, sont au musée du Louvre, et l'archéologie du terroir, c'est les notables locaux, prêtres, médecins, instituteurs qui vont la faire jusqu'à une date récente. Jusque dans les années 70, le nombre de fouilles programmées conduites par des archéologues bénévoles est bien supérieur à celles conduites par des professionnels, et les crédits de fouilles du ministère de la Culture sont de 2,5 millions de francs à l'époque. C'est uniquement en termes de fonctions, ce qui ferait à peu près l'équivalent en euros, alors que actuellement les crédits de l'INRAP l'an dernier étaient de 175 millions d'euros, salaire compris évidemment. Alors dès 1925, Victor Hugo avait protesté contre la destruction de tous les monuments médiévaux à la faveur de l'accroissement des villes, mais il faudra un siècle pour avoir la loi sur les monuments historiques de 1913, dans laquelle un volet archéologique était prévu, mais qui a disparu à cause de la pression des sociétés savantes qui voyaient une atteinte à la liberté de la recherche. Donc, comme vous le savez, il faudra attendre Vichy pour avoir la loi entre guillemets, puisqu'il n'y avait plus de Parlement, mais validée en 1945, mais qui est juste une loi de police, c'est-à-dire d'autorisation de fouilles, dans lequel explicitement, on a retrouvé le manuscrit, était prévu sur le modèle de la loi italienne la propriété publique des objets archéologiques, et on en a un document où, rayé soit par Carcopino, soit par le maréchal Pétain, l'ex-maréchal Pétain, rayé la propriété publique et écrit à revoir dans un sens plus libéral. Et comme il a été rappelé à l'instant, il faudra attendre 2016 pour retrouver la propriété publique l'espace d'une génération. Donc c'est à partir des années 70-80 que les archéologues de ma génération, qu'ils soient au ministère de la Culture, au CNRS, dans les universités ou dans les collectivités territoriales, vont petit à petit transformer la discipline. Comme je le rappelais, ceux que ça intéresse retrouveront beaucoup d'éléments dans ces deux volumes. Dès mai 68, l'Institut d'archéologie à Paris, d'art et d'archéologie, était occupé. Il y avait une commission qui avait réfléchi sur la construction d'un grand institut national d'archéologie, mais sans effet particulier immédiat. L'article de la recherche dont je vous parlais à l'instant, et ça a donné lieu en 74-75 sur le premier rapport sur l'archéologie de Jacques Soustelle, l'archéologue et anthropologue Jacques Soustelle, qui a donné lieu à la création d'un fonds d'intervention pour l'archéologie de sauvetage, qui à l'époque était alimenté avec la somme considérable de 5 millions de francs, c'est-à-dire à peu près maintenant aujourd'hui l'équivalent en euros. Petit à petit aussi, les collectivités territoriales ont développé des services archéologiques. Là, sur ce tableau, c'est l'État en 2001. Et donc, vous l'avez par rapport aux différentes régions, sachant que maintenant, j'y reviendrai, on estime qu'il y en a à peu près 800.
Donc à partir de là, les rapports vont se succéder administratifs. Olivier Barouch, dans le colloque dont je parlais à l'instant, la fabrique de l'archéologie, on a inventorié une quarantaine, souvent dû soit commandé par le Premier ministre ou le ministre de la Culture ou d'autres ministères, où à chaque fois on fait le constat qu'effectivement il y a un problème. Donc à raison en moyenne d'un rapport par an, sans que cela débouche beaucoup, tant qu'il n'y a pas une pression suffisamment forte. Et la pression va venir, comme vous le savez, du décollage de l'archéologie dite de sauvetage, qui va devenir préventive. Bon, le terme aurait été dû à notre collègue Jacques Lasfargue, qui était le directeur des Antiquités, puis responsable du service régional de l'archéologie, quand on a changé de nom, de la région Rhône-Alpes, et qui a été un des initiateurs très forts des négociations avec les aménageurs pour faire que les aménageurs commencent à payer dans un vide juridique très, très grand. Donc ces travaux liés aux aménagements qui étaient négatifs. Il faut se rappeler que les premiers travaux autoroutiers se sont faits sans aucune fouille préventive, qu'il y a maintenant, on trouve un site archéologique important au kilomètre sur un tracé linéaire, et que donc si vous allez d'ici même jusqu'à Nice, 1200 km, 1200 sites archéologiques qui ont été détruits sans aucune observation. Donc, comme il est rappelé ici, il y a à peu près 500 000 sites maintenant sur le site du ministère de la Culture, mais si on extrapole, il y en aurait à peu près 10 fois plus en réalité. Bon, après, il faut discuter sur qu'est-ce qu'on appelle un site archéologique, et actuellement, le taux d'artificialisation est de 50 000 à 60 000 hectares par an. Récemment, le développement des méthaniseurs sur des surfaces importantes a encore accru ce développement. En 1973, création de la FAN, pas du tout pour l'archéologie préventive, mais pour faciliter via une association relais, faunée de l'État, comme disait la Cour des comptes, pour avancer les crédits. Et la chance qu'a eu notre discipline, c'est que quand les aménageurs ont commencé à apporter de l'argent, à contribuer sans obligation légale aux fouilles archéologiques, sauf qu'ils n'avaient pas le droit de détruire les sites, eh bien, les crédits vont passer par la FAN au lieu de passer par des petites associations locales ou comme ça a été le cas pour l'inventaire, ou de passer ou d'être employé directement par l'aménageur. Le fait que ça arrive à la FAN, qui s'est fait presque par hasard, fait que ça a permis justement cette association faunée de l'État de grossir et de constituer un outil justement de pression. Si bien qu'en 87, les chiffres commençaient déjà à augmenter dans les différentes institutions, et que vous aviez déjà 746 archéologues qu'on appelait des hors-statut à l'époque, et dont en 85 une partie importante, plusieurs dizaines, ont été stabilisées, fonctionnalisées, mais dans les SRA. Et une grande partie du personnel des SRA de ma génération, ou juste après, proviennent effectivement, étaient des contractuels à fond à l'origine. Autre élément important, ça a été le fait que en 92, l'Europe, le Conseil de l'Europe, non pas l'Union européenne, mais le Conseil de l'Europe, qui comprend une cinquantaine des pays européens, fasse passer la Convention européenne dite de Malte sur la protection du patrimoine archéologique, et qui faisait obligation, donc à partir de 92, aux États
à la mettre en activité, en action, et de faire de l'archéologie préventive. Parce qu'un État aurait pu dire non, ça ne m'intéresse pas, je n'en fais pas. À partir de 92, tous les États signataires ont été obligés d'en faire, mais il a fallu 10 ans de plus à la France pour se mettre en conformité avec la fameuse loi sur l'archéologie préventive que tout le monde attendait depuis de nombreuses années. Qui créait le monopole de l'archéologie préventive pour l'INRAP, avec néanmoins l'obligation, il y avait écrit l'Institut, l'établissement public associe, donc un indicatif impératif, les autres services publics qu'il souhaite à l'archéologie préventive. Mais comme vous le savez, avec le changement politique de 2002, ça a été immédiatement remis en cause, ça a été associé à un gouvernement socialiste, donc suspect par la nouvelle majorité, alors que l'archéologie est ni de droite ni de gauche, comme je dis parfois, elle sera plutôt de droite, parce que c'est la mémoire, l'identité, etc. Mais toujours est-il que ça a été immédiatement remis en cause et qu'il y a eu 6 mois, comme les plus vieux d'entre nous le savent, de durs combats, d'occupation, de pourrissement de la vie du ministre de la Culture à chaque fois qu'il se déplaçait, qui a été retracé dans ce numéro spécial des nouvelles de l'archéologie et qui a abouti de nouveau à des rapports. Celui qui a eu le sort le plus funeste, c'est le rapport de trois inspecteurs, le rapport d'Ibolier, où il était expliqué dès la première page, que vous avez le paragraphe tout en bas, que le fait que l'archéologie préventive, ce soit de la recherche, était un mythe fondateur. Donc ça a été effectivement mal pris par les archéologues à cette époque. Voilà quelques exemples de tracts, d'articles dans le Canard enchaîné qui rappelaient que, alors qu'on avait dit que le monopole de l'archéologie, le monopole de l'INRAP ne pourrait pas passer la barrière de Bruxelles, ça l'a très bien passé. Les plaintes ont été repoussées par la puissante direction à la concurrence de Bruxelles qui a dit qu'en matière de culture, chaque pays faisait ce qu'il voulait. Donc la mise en concurrence n'était pas une obligation de Bruxelles, ça a été un choix politique de la majorité de l'époque. Donc voilà quelques exemples toujours empruntés à ce numéro des nouvelles de l'archéologie, les archéologues qui se sont jetés d'un pont de la Seine, les archéologues qui sont déshabillés devant l'opéra, un article dans Libération de Nathan Schlanger ici présent, des analyses de presse, un certain nombre de dessins critiques justement qui ont paru un peu partout dans différents tracts. Alors la crise a duré jusqu'au vote de la loi en juillet 2003. Symétriquement, il y avait eu un certain nombre d'actions internes. Donc, pour prendre un des métiers de nos collègues des services régionaux de l'archéologie, le sous-directeur de l'archéologie, Jean-François Texier, avait fait un travail de pédagogie, sinon de socio-psychologie auprès de ces services dont certains se sentaient dépossédés de leur pouvoir par la création de l'INRAP. Donc il y a eu des assises interrégionales. Vous avez une photo de groupe ici où certains reconnaîtront d'autres. Petit à petit, néanmoins, s'est mis en place l'archéologie préventive. Là, je reprends le tableau que j'ai montré en l'ajoutant, rappelant qu'actuellement, sur les 50 000 à 60 000 hectares par an dégagés, enfin artificialisés, il y a à peu près un quart en moyenne qui font l'objet de diagnostics, ce qui veut dire qu'il y en a 3/4 qui ne le font pas, qui a à peu près 2000 à 2500 opérations de diagnostic par an, faites soit par l'INRAP, soit par des services de collectivité territoriale, parce que pour éviter justement, contrairement à certains pays où c'est des entreprises privées qui le font et qu'elles se spécialisent dans le fait de rien trouver, et entre 400 et 500 fouilles.
Donc voilà les diagnostics. Alors les questions de la concurrence établies par la loi de 2003 se sont pas posées vraiment au début des premières années de mise en œuvre, parce qu'il y avait très peu d'entreprises privées, qu'elles se calaient 20%, 15 à 20% sous les tarifs de l'INRAP, mais c'est petit à petit, la situation s'est petit à petit aggravée. Alors on n'a pas de chiffres précis récent d'ensemble, mais il y a le document de la CGT fait en 2011 ou 2012, je ne me souviens plus de l'année, qui montrait par exemple sur cette carte que les entreprises privées, contrairement aux saintes lois de la concurrence libre et non faussée, se répartissaient harmonieusement le territoire dans un premier temps, avant que des entreprises plus agressives, comme l'entreprise EVA, pour ne pas la nommer, cette fois interviennent avec des prix souvent inférieurs de 50%, voire plus. Donc si la question vous intéresse, pour mémoire, dans ce document qui maintenant donne une situation qui date d'il y a 10 ans, vous avez les différents chiffres d'affaires, personnels, etc., de ces différentes entreprises. Actuellement, l'INRAP fait en gros la moitié des fouilles préventives, les services de collectivité un tiers, et 20% pour les entreprises privées qui sont au nombre à peu près d'une dizaine. Voilà, dernier tableau donc, concernant ces problèmes de la concurrence. Et dans un souci d'objectivité qui m'honore, voilà un dessin paru cette fois dans le Moniteur, critiquant le fait que l'INRAP étant là, ça fausse la concurrence. Et de fait, un cartel d'entreprises privées mené par EVA a fait une plainte auprès de la direction de la concurrence auprès de Bercy, plainte qui quand même a été repoussée, moyennant quelques aménagements, mais surtout une plainte auprès de Bruxelles, qui, elle, dont on devrait avoir les résultats dans les jours qui viennent, avant la fin de l'année, et qui risque au contraire d'être très critique par rapport à l'INRAP, censé fausser la concurrence, puisque c'est une entreprise publique, etc. Donc on pourra en discuter éventuellement plus tard, mais c'est vrai qu'on a éventuellement du souci à se faire, d'autant plus que comme la France va prendre la présidence de l'Union européenne à partir du 1er janvier, c'est sans doute pas un hasard si on peut mettre quelques cailloux dans la mécanique sur ce thème et sur d'autres. Alors en 2012, quand il y a eu de nouveau une alternance politique, un certain nombre de collègues, dont moi-même, ont fait un appel justement à la réforme de la loi. Vous avez à gauche une lettre du ministère de la Recherche qui explique que oui, effectivement, il est totalement absent. De fait, le ministère de la Recherche, qui a la co-tutelle de l'INRAP, ne donne pratiquement aucun argent pour l'archéologie, la recherche archéologique. Et puis, à droite, une lettre faite par les services du ministère de la Culture qui disait qu'ils n'avaient pas le temps de nous recevoir. Mais finalement, les choses se sont un peu arrangées. La ministre de la Culture, qui était pleine de bonne volonté dès juin 2012, avait annoncé qu'elle allait tâcher de modifier la loi, mais ses services ont veillé au grain. Donc il y a eu une commission qui était complètement pléthorique, qui se réunissait très peu et qui a sorti un livre blanc de l'archéologie préventive, dont ensuite il n'est rien sorti de particulier. Dans le même temps, la Cour des comptes a fait un audit de l'INRAP en 2013 où elle explique qu'il faudrait... Donc elle cite explicitement la ministre en disant que ce ne serait pas bien de revenir sur la concurrence.
que néanmoins, elle sait qu'il y a des problèmes avec la concurrence, mais qu'elle n'a pas eu le temps d'expertiser les autres sociétés. Et elle a aussi une manière particulière d'estimer la recherche, mais ça lui est... c'est la recherche, hein, pas ma recherche, c'est un acte manqué. Elle explique, mais ça lui était soufflé par le ministère de la Recherche, qu'à l'INRAP, il n'y a que 10% de docteurs, alors qu'au CNRS, il y a 100%, au moins dans le corps des chercheurs, il y a 100% de chercheurs. C'est oublié, j'y reviendrai très brièvement, que sur une fouille d'un chercheur CNRS ou universitaire en France ou à l'étranger, il n'y a pas 100% de docteurs sur la fouille, parce qu'une grande partie des personnels sont des étudiants en stage, hein. Donc la réalité est tout à fait différente. Mais c'était une manière de ne pas vouloir donner de l'argent, alors que le ministère de la Recherche donne beaucoup d'argent au musée du Quai Branly, par exemple, ou au musée de la Villette. Alors à cela, c'est ajouté pour les entreprises privées la crise de 2008. Là, vous avez les résultats d'un colloque qui est téléchargeable en ligne, là, que vous avez ici, avec par exemple les chiffres pour la Grande-Bretagne, hein, qui était la terre d'élection de l'archéologie commerciale, où vous avez également ici l'effet de la crise de 2008, où ici en Espagne, la multiplication des entreprises privées dans un premier temps, et puis en bas à droite, leur disparition progressive à cause de la crise économique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Effectivement, comme je disais, il y a au moins 3 grands types de métiers dans les fouilles archéologiques. Les fouilles programmées, donc, qui sont faites de moins en moins, il n'y a presque plus d'archéologues bénévoles, et c'est un autre point qu'on pourrait vivement regretter, même si leur existence était due à la carence de l'État jadis, mais on peut le regretter parce que à la fois c'est une activité culturelle qui peut être ouverte à tous, à condition qu'elle soit encadrée, et qu'en même temps les fouilles, les archéologues bénévoles peuvent servir de lanceurs d'alerte dans les cas de destruction. Donc les fouilles programmées sont dirigées par des chercheurs institutionnels, mais souvent avec beaucoup de bénévoles et notamment d'étudiants. C'est à peu près la même chose à l'étranger, sauf qu'à l'étranger, dans un certain nombre de fouilles, il y a aussi beaucoup d'ouvriers de fouilles, surtout dans les pays où les coûts salariaux sont très bas, alors que dans les fouilles préventives en France, tous les archéologues sur place sont des professionnels. Il peut y avoir des ouvriers de fouilles, mais également professionnels dans certains cas pour des problèmes logistiques, mais tous sont professionnels, qu'il s'agisse de fouilles publiques ou privées. Donc c'est une organisation tout à fait différente. Ici, puisque je citais tout à l'heure concernant les fouilles faites par l'INRAP en 2018, et pour s'occuper du cas de l'INRAP en particulier, vous avez là la pyramide des âges et des sexes, ou des genres, comme on dit, pour 2020, avec pas trop de déséquilibre homme-femme, mais un certain déséquilibre d'âge, puisque vous voyez que la moyenne de la courbe est autour de 40-50 ans, donc une alimentation insuffisante de la courbe vers le bas. Et par ailleurs, donc, vous avez les chiffres à gauche, et avec le fait que dans l'organisation des métiers n'a pas été considérablement changée par rapport à la fin, c'est-à-dire le fait que on a 5 catégories plus les hors-classes, à la différence du CNRS qui distingue technicien-ingénieur d'une part et chercheur de l'autre.
Jusqu'à présent, on n'a pas envisagé de corps de chercheurs qui soit distinct du corps des techniciens-ingénieurs, alors qu'on peut estimer à peu près ce corps de chercheurs à 400-500 personnes à peu près, par rapport aux, en gros, 2000 des effectifs de l'INRAP. C'est facile, c'est les gens qui publient, les gens qui demandent des crédits recherche. Donc c'est quelque chose qui, à mon avis, reste à débattre. De même, c'est installer une grille de définition où il y a les archéologues et il y a ceux qu'on appelle des spécialistes, et ça mériterait certainement aussi d'être discuté, parce que ce terme de spécialiste couvre les sciences environnementales, par exemple, paléozoologie, paléobotanique, etc. Mais des fois aussi, ça s'appelle céramologie, ce qui est un peu plus étrange, parce que souvent, les spécialistes de la poterie des périodes données, c'est en même temps les archéologues. Alors, pour rester aujourd'hui, effectivement, la situation reste tendue. Là, c'est au hasard un article d'il y a 2 ans dans le Monde diplomatique, parce que le problème de la concurrence, effectivement, c'est que les entreprises qui voulaient avoir les marchés coûte que coûte ont cassé les prix. Donc, ça veut dire que leurs employés, et j'ai évidemment rien contre leurs employés, qui en général sont plus jeunes, et on a tous en tant qu'enseignants, d'anciens étudiants qui travaillent dans ces entreprises. Le problème, c'est le système lui-même et la manière d'agir de certains responsables de ces associations. Mais cette course au prix bas, effectivement, dégrade les conditions de travail, et les autres services publics de collectivité et INRAP est obligé de baisser à leur tour leur prix, ce qui veut dire très concrètement moins de gens et moins de temps sur le terrain. Ce qui, des fois, a mené certaines entreprises dans le mur. La société Archéoloire a fini par disparaître, et quand l'INRAP, comme il en est obligé, a repris son chantier de Tremblay en France, on a pu constater que volontairement, les niveaux supérieurs avaient été décapés pour diminuer le coût de la fouille. Donc on peut espérer, si on est optimiste, qu'un jour on pourra un peu revenir là-dessus. De même, l'entreprise EVA était très proche du dépôt de bilan et a été sauvée par les services de Bercy, notamment sa direction générale des entreprises, qui est relativement idéologique dans sa vision du monde. Alors, quelques chiffres aussi. Ici, dans la dernière édition 2020 du guide des méthodes de l'archéologie, que j'ai co-signé avec Anne Loher, François Gigny, Alain Schnapp, le rappel des cursus universitaires, sachant que, alors qu'il y avait très peu d'archéologie enseignée au début des années 70, il y a entre 12 et 15 universités qui ont développé des cursus complets, et qui ont développé en particulier des cursus de master professionnel en direction de l'archéologie préventive. Et donc, par rapport aux 2 tableaux que vous avez déjà vus, à droite, j'ai mis des estimations pour les différentes institutions, les chiffres des différentes institutions. Donc j'ai fait à la main parce que on n'a pas actuellement d'études vraiment détaillées catégorie par catégorie. Je ne désespère pas qu'on y arrive, mais ça vous donne en gros une idée des chiffres. Donc à peu près 4000, donc 800 dans les services de collectivité territoriale, autour de 2000 à l'INRAP. Vous avez des chiffres un peu plus détaillés dans les rapports d'activité qui sont en ligne, à peu près sans doute 500 personnes dans les entreprises privées, et puis des chiffres stables et même en baisse au CNRS et dans les universités. Voilà. Ces chiffres ne sont pas à prendre au pied de la lettre, mais c'est un ordre de grandeur. Donc quelques comparaisons du nombre d'archéologues en Europe. Il y a une grande enquête qui s'appelle Discovering Archaeologists of Europe, je crois que vous pouvez trouver en ligne, qui vous donne un certain nombre
de chiffres. Il n'y a pas la France qui n'était pas dans l'enquête. On estime qu'il y aurait à peu près 40 à 50 000 archéologues professionnels dans l'ensemble du monde, sachant que dans certains pays, c'est 2 ou 3 archéologues sur un chantier et des ouvriers non qualifiés. Les chiffres les plus importants étant ceux de la Grande-Bretagne, que vous voyez, 6800. Le Japon également, qui ne figure pas, mais c'est aux alentours de 7000 archéologues professionnels, essentiellement dans des services de collectivité. Là, vous avez par sexe ou par genre, dans ce cas-là, dans la même enquête, avec également les salaires. Vous avez ça en ligne, hein, c'est pour les photographes. Et ça, c'est le niveau de diplôme dans différents pays d'Europe. Alors, j'en ai terminé. J'ai juste évoqué aussi des problèmes actuels, mais il y a des communications là-dessus sur la question des rapports hommes-femmes sur les chantiers de fouilles, avec une exposition tout à fait intéressante là, qui a tourné, y compris dans les locaux de l'INRAP par la Païta Truel. C'est vrai que, cela dit, les faits de harcèlement sexuel concernent plus les fouilles programmées et en général le rapport des enseignants et des enseignés, et au moins 2 cas récents qui sont qui ont fait l'objet de sanctions, mais dont on doit apprécier qu'effectivement ils existent, alors qu'avant on considérait que ça faisait partie des choses, les mains baladeuses des enseignants, notamment en préhistoire. Alors, y compris là, à l'intérieur, là, un tract syndical de la société EVA elle-même, du syndicat Sud, justement, sur ces questions de harcèlement au travail. Et pour terminer sur une note positive, le fait que l'archéologie n'a jamais été autant dans le débat public, grâce en particulier aux archéologues, et notamment au sein de l'archéologie préventive, puisqu'à partir de 2010, il y a eu les journées nationales de l'archéologie, qui ensuite sont devenues les journées européennes de l'archéologie. Et en 2019, avant la pandémie, il y a eu à peu près 200 000 personnes sur les différentes journées portes ouvertes, expositions, toute une série de colloques organisés annuellement par l'INRAP, dont certains ici ne sont pas sans intérêt par rapport au débat actuel autour du roman national et de l'identité nationale, des grandes expositions aussi justement sur le même thème à la Cité des Sciences, co-organisées par l'INRAP sur les Gaulois, puis plus récemment sur le Moyen-Âge, ou actuellement encore au Musée des Confluences à Lyon, cette fois sur la problématique de néolithique anthropocène. Donc on est en plein cœur des débats citoyens actuels, et que l'archéologie, au-delà de nous faire plaisir à nous archéologues en tant que tels, a acquis, ce qu'elle n'avait pas du tout il y a 50 ans, une vraie place dans les débats citoyens. Voilà, je vous remercie.